voir que les Jeux Olympiques ont relancé la mode des chansons sur Paris. Peut-être je vois la flamme à l'écran. Permettez-moi de faire une correspondance de vocabulaire. On parle de la flamme olympique, la flamme est aussi la flamme du souvenir pour les combattants des guerres. Donc les symboles sont là. Et on va écouter ce chant. La série des rappels historiques, rappelons le génie du général de Gaulle qui est partout présent tout au long de cette journée, d'avoir fait d'un pays qui était un pays vaincu, occupé en partie collaborant, un pays dans le camp des vainqueurs. Et évidemment, tout ici exprime cela. Oui, tout à fait. Et le fait que le général de Gaulle ait anticipé tout cela, la ville de Paris n'est pas la première qui a été libérée, il y a d'autres villes qui ont été libérées, et il y avait toujours le même processus, c'est-à-dire qu'il allait à la préfecture, il allait pour un téléum à la cathédrale, et donc il a répété en fait son entrée dans Paris. Ça c'est assez extraordinaire. Extraordinaire, oui. Et ce discours, évidemment, on va le réentendre sans doute un peu plus tard dans la cérémonie, on a déjà entendu le fameux Paris libéré, etc. Il y a cette longue énumération, et je ne sais pas vous, à chaque fois je me dis, il va parler quand même des Alliés, des Américains, en disant mais non. Il cite la France 2 fois, 3 fois, 5 fois, mais comme si la France seule, ce qui est évidemment un peu exagéré, comme si la France seule s'était libérée. Ce que rappelle Emmanuel Macron, c'est qu'il refuse de rétablir la République. Ça, c'est sur le plan politique, c'est absolument central. Il considère que la République, c'était lui à Londres. Et donc, il le réaffirme en cette journée de façon extrêmement puissante. Évidemment, ça compte dans la suite de l'histoire. Peut-être un discours moins connu, c'est celui du 6 juin 1944 que De Gaulle fait à la radio, forcé par les Américains, où il réussit la performance de ne mentionner aucun allié dans ce discours. Donc, alors même que sur les plages, ce ne sont que des soldats alliés quasiment. C'est le vrai génie. La déclaration qui est extraordinairement courte, comme tous les moments forts des discours de Gaulle, c'est des moments extrêmement courts. Je me souviens en 68, quand il met fin aux événements en 4 minutes 15 secondes, là ça dure, je ne sais pas, une petite minute. La minute parfaite. Voilà, il y a eu un débat sur est-ce qu'il l'avait préparé ou pas. Le général de Gaulle a toujours appris par cœur ses discours. Depuis qu'un jour son père l'a emmené à Lille écouter Jean Jaurès, et qui lui a dit, tu sais Jean Jaurès, de Gaulle qui était très, très jeune, il devait avoir une dizaine d'années, a écouté Jaurès, a demandé à son père, mais il l'a appris par cœur parce qu'il n'avait pas de notes, et son père lui a dit, oui, si un jour tu fais des discours, il faudra les apprendre par cœur. Comme les conférences de presse qu'il apprenait par cœur aussi, enfin, en tout cas le démarrage, pas les réponses aux questions, encore que. Ce tableau qui rappelle le moment de grâce qu'a été les Jeux Olympiques, qui sont si bien passés avec ces moments France à ce qu'on a vu aux Tuileries avec le ballon, etc. Évidemment, il y a une correspondance. L'ampleur historique n'est pas la même, mais la correspondance des moments de bonheur dans Paris. Oui, le président en joue puisqu'il rappelle qu'on est capable de faire des choses ensemble, des choses belles ensemble, etc. Et évidemment, le premier tableau, c'est les Jeux Olympiques, c'est la flamme qui continue. Donc effectivement, sur le plan politique, il y a un jeu qu'on peut comprendre de la part du président de la République. Oui, simplement aussi cette communication extraordinaire, parce que le petit discours dont vous parliez à l'hôtel de ville, j'ai toujours été fasciné par le fait qu'il était si bien filmé pour passer à la postérité, parce que ce sont quand même des moments où la caméra n'est pas forcément toujours présente au bon endroit, au bon moment et comme il faut. Là, là c'est parfait, c'est parfait. Et ce sont des époques où on tire encore dans Paris, il faut le rappeler, parce qu'il y a la dimension, on va écouter maintenant la prise de parole et on continuera ces rappels historiques. Jodie Foster. Avec évidemment Jodie Foster.
Le 18 janvier 1946, l'amiral Georges Thierry d'Argentlieu, chancelier de l'Ordre de la Libération, s'adressait ainsi au général de Gaulle. Si les individus sont destinés à disparaître, les collectivités compagnons continueront à témoigner dans l'avenir de ce qu'a été l'Ordre de la Libération. Les 5 communes, élevées à la dignité de compagnons de la Libération, Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein, sont fiers d'assurer ensemble cette noble mission. Représentant la France dans sa diversité et son unité, elles sont liées par l'héritage exceptionnel de l'ordre, que résume la devise gravée sur la croix de la Libération. En servant la patrie, il a remporté la victoire. Elles le sont aussi par un pacte d'amitié passé le 3 décembre 1981 et renouvelé en novembre 2012 et en mai 2019 pour que perdure l'esprit de la résistance. Riches d'enseignements, les vies des compagnons constituent un trésor où se mêlent le sens de l'honneur et l'héroïsme de ceux qui ont défendu la liberté, la justice et la dignité humaine contre l'esprit de défaite, le nazisme et toutes les formes de fascisme. Transmettre ce trésor, c'est non seulement enseigner l'histoire glorieuse de femmes et d'hommes, français, étrangers, de tout âge, de toute origine et de toute confession, mais aussi affirmer que la dignité de l'individu se joue dans les choix qu'il fait. Avant de disparaître, le 12 octobre 2021, le dernier compagnon, Hubert Germain, nous a enjoint de conserver rougeoyantes les braises ardentes de la résistance afin que les jeunes Français viennent y recevoir la flamme première, celle de l'amour de la France et du service de la patrie. Les communes compagnons de la Libération respecteront ce vœu. Et le représentant, en portant en ce lieu et en ce jour cette autre flamme, la flamme des Jeux paralympiques, sont heureux de saluer une compétition qui trouve son origine dans des épreuves sportives organisées pour des soldats blessés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dans notre monde si fragile et si désorienté, les communes compagnons, avec les unités militaires compagnons, avec le délégué national, resteront fidèles aux valeurs de ceux qui répondirent à l'appel du général de Gaulle. Ces valeurs sont pour toujours celles de la devise républicaine, la liberté, l'égalité et la fraternité. Voilà, évidemment, le français est toujours impeccable et impressionnant de Jodie Foster. Un mot sur ces quelques paroles. Non, juste quelque chose, elle a cité une personnalité très importante qui a joué un rôle absolument majeur auprès du général de Gaulle, qui est Georges Thierry d'Argentlieu, qui était à la fois amiral et prêtre, et qui était à Dakar quand il y a eu l'opération ratée à Dakar avec de Gaulle, où ça a été une déprime de Gaulle puissance 10, et c'est Thierry d'Argentlieu, Georges Thierry d'Argentlieu c'est son nom, Georges c'est son prénom, qui a fait remonter le général de Gaulle un peu à la surface parce qu'il était vraiment sur le point de tout abandonner. Vous vous rappelez le profil d'Argentlieu, ça fait écho à ce que disait le président de la République à l'instant sur la diversité des profils de la résistance. Il y a eu d'anciens maurassiens très à droite, comme évidemment des communistes très à gauche. Il y a eu vraiment des gens de tous horizons. Surtout à Londres, il y avait des juifs, des communistes, des anciens fascistes, qui ensuite, comme Daniel Cordier, sont devenus des vrais militants de gauche. Cordier qui a expliqué toute sa vie, qui expiait son antisémitisme. Donc effectivement, c'est une composition culturo-politique absolument extraordinaire. Le temps permet aussi d'expliquer davantage. Enfin, la libération, souvent, c'est difficile d'entrer dans ces nuances, il y avait trop de souffrance encore. Le temps donne du champ pour cela.
Tout à fait, même si certains éléments demeurent dans les paroles que vient de prononcer Jodie Foster, le rappel de l'ordre de la libération est intéressant, et notamment des communes qui le gèrent désormais. L'ordre de la libération, dans l'esprit du général de Gaulle, c'est la rencontre de la chevalerie et de la République. C'est vraiment le côté d'égalité totale. Dans l'ordre de la libération, la maire de Paris a exactement la même place et les mêmes responsabilités que le maire de Massy-en-Vercors, 300 habitants, ou de l'île de Sein, je crois, 120 habitants. Donc cette idée d'égalité entre les compagnons était quelque chose aussi de très important dans ce mélange de république et de chevalerie que voulait le général de Gaulle. C'est une fête populaire, il y a de très belles images de foule, comme d'ailleurs lors des Jeux Olympiques. Visiblement, ce moment de grâce se poursuit ici. Et là, on vient d'entendre le Bagad de Langoué. Il faut rappeler que l'île de Sein est compagnon de la libération, donc c'est un rappel du rôle que les Bretons ont, et Maquis de Saint-Marcel, par exemple, les Bretons ont joué. Il faut se souvenir que c'est depuis 1940 qu'on parlait de la résistance bretonne, on parlait du réduit breton, qui était une possibilité, et le général de Gaulle, sa famille est partie à partir de la Bretagne pour rejoindre Londres, parce qu'elle pensait passer par justement ce réduit breton. Vous avez une image aussi émouvante, c'est le 21 août 1944, après de Gaulle s'arrête à Pimpon, en Bretagne, après être passé par Rennes sur la tombe de sa mère, qui était morte à ce moment-là. Et si vous m'autorisez, vous voyez à l'écran défiler en fait des portraits de résistants, de Français libres qui sont derrière le Bagad. Et qui dévoile en fait, je pense que le choix a été fait de montrer précisément dans cette idée de la transmission ceux qui étaient des jeunes soldats, des jeunes sous-officiers, ceux qui étaient les membres, des hommes et des femmes qui étaient les membres de ce petit peuple de la résistance, qui ont été les derniers survivants et qui sont décédés récemment, pour précisément aussi montrer que derrière les statues des chefs qu'on a vus jusque-là, il y avait aussi cette foule, parfois de gens qui sont retombés dans un anonymat total, et que ces 80 ans sont aussi le moment de les dévoiler, de leur rendre hommage. Il y a ce mot des mémoires de Gaulle quand il descend les Champs-Élysées, tu vois la foule, il dit « Ah, c'est la mer », parce que là, c'est une foule immense. 2 millions de personnes. Ça ne veut pas faire oublier effectivement qu'au début c'était très peu de gens qui l'ont rejoint, c'était vraiment combien en général, combien de personnes l'ont rejoint dans les premiers mois, premières semaines disons. Et alors il faut savoir que la France libre, les Français libres tels qu'on les comprend, c'est-à-dire ils n'existent plus à partir de juillet 43. Là on a réuni tout le monde, c'est le gouvernement provisoire, ce sera au maximum 60 à 70 000 personnes. Donc c'est très très peu, très majoritairement des gens des populations colonisées. Donc c'est toute une diversité faite de l'exil aussi. Il faut savoir aussi que il y a certes les colonies, vous avez aussi le reste du monde. L'Amérique du Sud a été mentionnée dans le discours du président de la République. Il faut savoir ce qui a permis au général de Gaulle d'emporter la décision face au général Eisenhower. C'est une visite remarquable à Washington en juillet 1944 où il réussit à retourner l'opinion publique américaine, et parce qu'il y a des diplomates en Amérique du Nord, en Amérique du Sud qui ont aussi poussé, je dirais, les Américains à reconnaître la France. Il retourne l'opinion publique américaine, mais pas Roosevelt. Tu le détestais, cordialement. Et les premiers Français libres aussi, les premières troupes, il faut se rappeler qu'il y a eu le rembarquement de Dunkerque, essentiellement anglo-saxon, mais il y a des forces françaises qui sont allées en Angleterre et à qui il y avait un bureau de recrutement en gros, qui était venez rejoignez-nous, ou les gens qui revenaient de Narvik, parce qu'il y avait l'opération de Narvik, qui revenaient vers l'Angleterre, et donc un bureau de recrutement aussi bien pour la marine que pour l'armée de terre, d'essayer de maintenir ces gens en Angleterre pour combattre avec le général. L'importance de l'Empire, vous rappelez le rôle des colonies dans les discours, les premiers discours de Churchill et de Gaulle, il y a cette référence à ce mot qu'on n'ose plus vraiment employer aujourd'hui, la plus de dette, l'Empire. C'était des empires. Et l'arrière-fond de l'Empire, la profondeur stratégique de l'Empire changeait. Et très loin, le bataillon mixte du Pacifique, Nouvelle-Calédonie et Tahiti, était un des premiers bataillons qui a rejoint les forces françaises libres. Mais où vous touchez juste, Darius, c'est que Londres, c'était une bande, quoi. C'était une toute petite bande de gens qui ne se seraient jamais rencontrés
qui n'auraient jamais eu aucune histoire ensemble. Souvent très jeune. Très jeune. Comme Cordier qui avait 17 ou 18 ans. 18 ans, Cordier, 18 ans, donc qui va jouer un rôle dans la résistance absolument considérable. Ces marins qui ont sauté dans le bateau, simplement, ils ont sauté dans le premier bateau, ils sont partis. Exactement. Et on retrouve Clément Aron qui est à Londres aussi, qui est encore tout jeune, qui va écrire des textes pour le rôle, avec des gens qui lui sont hostiles sur le plan culturel, sur le plan politique. Donc c'est une histoire tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là. Ils sont très jeunes et Cordier le racontera, mais aussi d'autres qui sont devenus des gaullistes historiques. Ils disent ils sont très jeunes, donc quand ils voient De Gaulle pour la première fois, ils le trouvent un petit peu lointain, un peu froid, alors qu'ils s'attendaient à, je sais pas, à une réaction de père, d'une certaine manière. Autre génération, hein. Voilà. C'était une génération d'avant la guerre de 14. Hein. Oui. Un mot, monsieur Détang, sur ce qu'on voit ici, le tableau auquel nous assistons maintenant, que nous allons assister donc après le discours de Jodie Foster. Alors, j'imagine là, après les individus, peut-être ce sera davantage sur Paris. Juste si vous m'autorisez, cette question en fait de cet archipel qui est la France libre aux dimensions du monde, c'est la question de la capitale de la France libre. Et là, ils ont été à Londres, c'est aussi Brazzaville, là où le général de Gaulle entame la reconstruction institutionnelle en fait dès 1940 de la France, puis Alger. Et donc vous avez aussi cette série de villes qui se répondent entre elles et qui montrent bien toute la diversité qu'on mentionnait de la France libre et des armées de la libération. À Brazzaville, où il y a toujours la case de Gaulle. Ce qui est paradoxal, c'est que le discours qui appelle le plus à la transmission et au souvenir, à l'application du souvenir, c'est celui de Jodie Foster, qui d'une certaine façon est plus politique que les autres discours. Je m'étais promis de m'offrir Paris. Je ne connaissais que superficiellement cette ville inépuisable pour m'y être déjà rendu 2 fois. Et je savais qu'un jeune homme y ayant vécu 1 an, on emporte pour la vie un souvenir de bonheur incomparable. Nulle part on ne sentait, par tous ses sens éveillés, une identité aussi forte entre sa jeunesse et l'atmosphère que dans cette ville, qui se donne à tous et dont aucun ne peut faire complètement le tour. Je sais bien qu'il n'est plus ce Paris heureux de ma jeunesse. Ce Paris qui vous communiquait l'allant dont il était rempli. Peut-être qu'il ne retrouvera plus jamais cette merveilleuse liberté depuis qu'une poigne de fer, la plus tyrannique qui soit sur la terre, lui a imprimé sa marque brûlante. À l'heure où je commençais à écrire ces lignes, les armées allemandes justement, les tanks allemands avançaient comme un rouleau compresseur, comme une masse grise de termites pour détruire jusqu'à la racine cet organisme harmonieux avec ses couleurs divines, sa bienheureuse gaieté, son lustre et sa fleur que jamais on ne flétrira. Or maintenant, c'est chose faite. Le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel. Les troupes d'assaut noir paradent insolemment sur les Champs-Élysées de Napoléon. Et de loin, je sens les cœurs se serrer dans les maisons. Les regards humiliés de ces Parisiens autrefois si bienveillants, à présent que les bottes des conquérants martèlent le sol de leurs bistrots et cafés familiers. Aucun malheur personnel ne m'a jamais autant touché, bouleversé, désespéré que l'humiliation de cette ville bénie entre toutes pour faire le bonheur de quiconque s'en approchait. Sera-t-elle un jour en état de donner à de nouvelles générations ce qu'elle a donné à la nôtre? La meilleure leçon de sagesse, l'exemple le plus admirable par sa façon d'être, à la fois libre et créatrice, ouverte à chacun, tout en s'enrichissant de cette belle prodigalité. Voilà, ce texte lu par Biranba, ce comédien qui a un très beau parcours, qui est entré aussi à la Comédie Française.
1524 jours, 36 576 heures, 2 1 94 5060 minutes. 1524 jours, marqués par le rationnement, marqués par la faim, marqués par le manque d'électricité, marqués par la peur, le bruit des bottes sur les pavés, la collaboration, les arrestations, les rafles, la déportation des juifs, des résistants, des étrangers, les otages fusillés, les massacres. Les 1524 jours, marqués par l'espoir. J'ai 17 ans, elle 22, lui 50 et eux 30. Il est polonais, je suis française, je suis flamand, je suis anglaise, je suis juive, catholique, protestante, sans ancrage confessionnel. Militant ou non, mariée, célibataire, ménagère, diplômée, étudiant, enseignante ouvrière, fille et fils de bonne famille, communiste, gaulliste, apartissant. Mais surtout, je suis parisien. Surtout, je suis parisienne. Un jour, je me lance, pas grand-chose, mais déjà beaucoup. Je déchire discrètement les affiches de propagande. Je couvre les murs de petites croix de Lorraine et de V de la Victoire. Je suis contactée un jour dans la pénombre d'un cinéma et je deviens agent de liaison. De planque en planque, je transporte des messages oraux ou tapés à la machine, mais aussi des armes cachées dans la doublure de mon manteau, sous mon bébé dans le landau, glissées dans les pages d'une revue publicitaire. Entre mon sommier et mon matelas, dans mon cartable, dans mon pantalon, une grande enveloppe en craft contenant des tracts et des consignes. Recopier et faites circuler. Je le fais, longeant les murs, les mains enfoncées dans mes poches pour cacher les taches d'encre qui maculent mes doigts. Et avec mon camarade, lorsque l'on croise ces policiers vichistes à vélo, nous faisons semblant d'être des amoureux rapprochés, enlacés, s'embrassant. L'amour pour nous sauver. Tu assures la liaison avec Londres. L'arrière-boutique de sa librairie sert de lieu de réunion clandestine. Mon grenier est une imprimerie discrète du journal clandestin. Résistance. Ma cave sert de refuge à des évadés, de recherchés, des persécutés que je nourris, cache et pour lesquels je fabrique des faux papiers avec minutie. J'agis par sentiment. J'agis parce que nous sommes vivants. Et tant que moi je le serai, j'agirai. Je résiste sans rien dire à personne. Je résiste avec ma famille. Je résiste dans un réseau. Mais se taire, mentir, fuir les regards de l'ennemi simplement pour pouvoir garder la tête haute, changer de nom régulièrement, devenir successivement Odile, Jeanne, Tintin, Lucie, Charlot, Michel. Le silence me coûte. Et j'ai peur de la réaction de mon entourage. Méfiance réciproque. Certains amis ont disparu, aspirés par le violent tourbillon des arrestations, des déportations, des tortures et des fusillades. D'autres ne font rien, ou pire, dénoncent. La peur sûrement qui pousse à la passivité générale. Mais moi aussi j'ai peur. Mais pourtant, c'est vrai, c'est dur, mais je tiens. Nous tenons, nous résistons. Attendant quelque chose, sans forcément savoir quoi. Et puis, en ce début de l'été, des murmures se font de plus en plus forts. La tension est palpable. Les Alliés ont débarqué en Normandie, en Provence. Et le général Leclerc n'est pas loin avec sa 2e division.